Rien, absolument rien de semblable n'a jamais été découvert à Petra. Nous avons le plaisir d'accueillir le directeur général du département jordanien des Antiquités, le docteur Fawzi Balawi. Excellence, enchanté de vous rencontrer. C'est un plaisir de vous revoir. Oui. Et en dessous de nous, une découverte. Alors qu'avez-vous trouvé? Nous pensons avoir trouvé l'entrée de quelque chose. Et il y a juste ces gros blocs devant, oui, elle était scellée. Pendant plus de 2 ans, personne ne savait que cette pièce existait. Cachée sous Petra, derrière une porte de pierre parfaitement scellée, une chambre restée intacte depuis l'Antiquité a été découverte par des archéologues en 2024. Mais dès qu'ils y ont pénétré, les fouilles ont pris une toute autre tournure. Ce qu'ils ont trouvé n'était ni un trésor, ni de l'or, ni des richesses oubliées. C'était tellement perturbant que les membres de l'équipe auraient refusé de le décrire publiquement. D'étranges gestes, marques recouvraient les murs. Des restes humains étaient disposés de manière inexplicable. Et au centre de la pièce se trouvait un objet qui n'aurait jamais dû être là. Avant de révéler ce qui était caché sous Petra, n'oubliez pas de liker et de vous abonner, car certains pensent que cette chambre a été scellée pour une raison précise et qu'elle n'était pas destinée à être rouverte. Connue comme la cité rose taillée dans la pierre Petra est depuis des siècles l'une des plus grandes merveilles archéologiques du monde. Construite il y a plus de 2 ans par les Nabatéens, d'anciens commerçants arabes qui contrôlaient d'importantes routes commerciales dans le désert. La ville est devenue un symbole de richesse, d'ingénierie et de mystère. Les archéologues pensent qu'ils en avaient bien déjà exploré la quasi-totalité, mais profondément enfouie sous les ruines, une chambre cachée est restée inexplorée jusqu'à présent. Pour atteindre le monument le plus emblématique de Petra le Trésor, les visiteurs doivent traverser le Siq. Le Siq est un passage étroit entre de hautes parois rocheuses qui s'étend sur environ 1 kilomètre. Au bout de ce chemin, le trésor apparaît soudain. Haut et large, il est orné de colonnes et de sculptures finement travaillées qui lui donnent l'allure d'un palais. Nombreux sont les visiteurs qui, pour la première fois, sont stupéfaits qu'un monument aussi précis et élaboré ait été sculpté à la main il y a si longtemps. Pendant des siècles, les habitants ont cru que le trésor n'était pas simplement un tombeau ou un temple. Une légende populaire prétendait qu'il abritait les richesses cachées d'un pharaon. Cette idée provenait de la grande urne sculptée placée tout en haut du mur extérieur du trésor, que beaucoup pensaient remplie d'or. D'après les témoignages, des impacts de balles sont encore visibles sur l'urne, laissés par ceux qui ont tenté de l'ouvrir. Les archéologues, cependant, n'y ont trouvé aucun trésor. Ils estiment que la véritable fonction du trésor demeure incertaine. Certains pensent qu'il s'agissait d'un tombeau royal. D'autres pensent qu'elle avait une fonction religieuse, et certains suggèrent même qu'elle aurait pu remplir plusieurs rôles au fil du temps. Les Nabatéens ont sculpté des centaines d'autres structures rupestres dans les falaises de Petra. La plupart sont des tombeaux. C'est pourquoi les archéologues décrivent souvent Petra comme une cité des morts. Les chambres funéraires sont disséminées dans toute la vallée, mais même parmi elles, le trésor se distingue. Plus grand, plus richement décoré et situé à l'entrée de la ville, il a, selon les chercheurs, joué un rôle particulier. Si Petra était déjà une cité de tombeaux, l'idée que son monument le plus imposant puisse également abriter des sépultures devient plus plausible. La plupart des touristes viennent à Petra, prennent des photos du trésor et repartent sans se demander ce qui se cache sous terre. Pourtant, pendant des décennies, les archéologues ont soupçonné que le site recelait plus que ce qui était visible. Certains habitants affirment que Petra renferme des pièces scellées et des cavités dissimulées dans la pierre. Selon certains témoignages, même le son frappé à certains endroits, près du trésor, produit un écho creux, comme si quelque chose était enfoui en dessous. D'autres affirment que les gens évitaient certaines parties du parvis, la nuit les jugeant dangereuses. Ces histoires chiliennes n'ont jamais été confirmées, mais elles ont entretenu le mystère pendant des années. Les archéologues ne pouvaient qu'imaginer ce qui se trouvait en dessous sans aucun moyen de vérifier leurs hypothèses. C'est pourquoi la découverte d'un espace scellé sous le trésor a choqué tant de personnes. Pour la première fois, des preuves suggéraient que Petra cachait encore des secrets qu'aucun homme moderne n'avait jamais vus. L'idée d'une chambre verrouillée soulevait des questions pressantes.
Pourquoi était-elle scellée? Que voulaient en cacher les Nabatéens? S'agissait-il d'un tombeau royal, d'une crypte sacrée, ou de quelque chose de si inquiétant qu'il ne fallait jamais l'ouvrir? Avant même de pouvoir commencer à répondre à ces questions, les archéologues devaient surmonter le plus grand obstacle de tous, obtenir l'autorisation de fouiller sous le trésor. Cette autorisation, que personne n'obtient pour la zone située devant le trésor connu sous le nom de parvis, était considérée comme intouchable. C'est là que des milliers de visiteurs se tenaient chaque jour. C'est là que les guides racontaient des histoires, que l'on prenait des photos et que les gens se faisaient leur première impression de Petra. Perturber ce lieu était considéré comme trop risqué et trop sensible politiquement. Pendant de nombreuses années, la réponse aux archéologues a toujours été la même. Aucune fouille ne serait jamais autorisée à cet endroit. Cela n'a pas empêché les archéologues d'essayer. Des équipes ont soumis des propositions à maintes reprises, espérant que leur méthode finirait bien par convaincre les autorités. Mais les autorités ont jugé que les risques étaient supérieurs aux avantages. La crainte était simple. Si le trésor était endommagé, la Jordanie perdrait à la fois un trésor national et l'une de ses principales sources de revenus. Selon les rapports, les archéologues ont œuvré pendant des décennies sans succès. Ils affirmaient que les progrès technologiques permettaient de mener les fouilles en toute sécurité. Ils promettaient une documentation rigoureuse et des perturbations minimales, mais le refus était toujours le même. Le trésor était trop important pour qu'on y touche. Mais en 2024, quelque chose a enfin changé. Après des années de débats, le département des Antiquités de Jordanie a autorisé des fouilles limitées assorties de conditions parmi les plus strictes jamais imposées à ce type de travaux. Cette décision n'a pas été prise à la légère. Les autorités ont clairement indiqué que le projet n'avait rien à voir avec la chasse au trésor. Il s'agissait de recherche et chaque intervention devait préserver l'intégrité du monument. Les règles étaient bien précises, chaque tranchée devait être réversible. Cela signifiait qu'une fois les travaux terminés, le terrain pouvait être remis en état comme si de rien n'était. Chaque action devait être surveillée et consignée en détail. Chaque grain de terre devait être documenté avant d'être prélevé. Le projet était conçu comme une opération chirurgicale plutôt qu'une intervention à ciel ouvert. Des fouilles ont été entreprises. Une coalition de groupes a été formée pour mener à bien les travaux. L'autorité régionale de développement et de tourisme de Petra a supervisé le rôle du site en tant que destination touristique. Le Petra National Trust a fourni une expertise locale et s'est assuré que les intérêts de la communauté soient respectés. L'American Center of Research a apporté au chantier de fouilles son soutien logistique et sa crédibilité de longue date en Jordanie. L'Université de St. Andrews a ajouté des technologies de pointe en matière de numérisation et de datation. Chaque groupe a apporté sa pierre à l'édifice et ensemble, ils ont instauré la confiance nécessaire à un projet aussi délicat. Malgré toutes ces précautions, un malaise persistait. Certains experts craignaient qu'une simple erreur de calcul puisse provoquer des fissures dans le trésor. Des murmures locaux affirmaient que les Nabatéens avaient scellé certains endroits pour une raison précise et que les dérangés pourraient avoir des conséquences imprévisibles. Que ces craintes soient fondées sur la science ou la superstition, elles pesaient lourdement sur l'équipe. Avant de pouvoir commencer les fouilles, l'équipe devait savoir ce qui se trouvait sous le trésor sans y toucher. Creuser à l'aveuglette n'était pas envisageable. Ils se sont tournés vers des outils non invasifs, capables de sonder le sous-sol. Anomalie C. Face à la fois à l'opportunité et au risque, les archéologues savaient, ils savaient qu'ils ne pouvaient pas creuser à l'aveuglette. Avant même de toucher une seule pierre, ils ont eu recours aux technologies modernes. Des outils capables de sonder le sol et de révéler ce qui s'y cache sans causer de dommages. Un radar à pénétration de sol a été utilisé pour envoyer des impulsions dans le sol et enregistrer leur retour, révélant ainsi des différences de densité. Les levées de résistivité ont permis de mesurer la capacité du sol à conduire les courants électriques, ce qui peut indiquer la présence de murs ou de cavités cachées en dessous. La magnétométrie a permis de suivre les petites variations du champ magnétique qui apparaissent souvent là où l'homme a construit ou creusé dans la pierre. Chacune de ces méthodes avait ses limites, mais ensemble, elles ont permis aux archéologues de se faire une idée de ce qui était caché. À l'intérieur d'une tente de terrain temporaire, les résultats
apparaissaient sur des écrans lumineux, des lignes et des formes ondulaient sur les moniteurs. Pour nombre de chercheurs, ces motifs ressemblaient aux signaux d'un battement de cœur pulsant à chaque balayage du radar. Au début, les relevés étaient ordinaires. Ils montraient les canaux de drainage connus que les Nabatéens avaient creusés pour protéger le trésor des inondations. Ils ont également repéré les fissures naturelles attendues dans le grès. Rien d'inhabituel n'est apparu lors des premiers passages et certains membres de l'équipe ont commencé à se demander si les analyses ne feraient que confirmer ce qui était déjà connu. Mais alors un élément inattendu est apparu. Parmi les éléments ordinaires se distinguait une forme qui détonnait. Elle était nettement délimitée, rectangulaire et régulière dans ses contours. Contrairement aux fissures ou aux drains, cet élément semblait intentionnel, comme s'il avait été taillé par la main de l'homme. Au début, certains membres de l'équipe ont cru que la machine produisait une erreur. Pourtant, lorsque le même schéma est apparu lors de plusieurs analyses, le silence s'est installé dans la pièce. Chacun comprit qu'il s'agissait de quelque chose d'inhabituel. L'anomalie était plus grande que prévu, enfouie plus profondément que les tunnels touristiques, et ne ressemblait à rien de ce qui avait été documenté sous le trésor. Officiellement, elle fut répertoriée sous la dénomination neutre d'anomalie C. Mais en privé, loin des notes officielles, les archéologues commencèrent à l'appeler autrement. Autour des feux de camp, le soir, ils l'appelaient « la chambre verrouillée ». Ce nom était chargé de sens. Il suggérait le secret et une intention précise, comme si les Nabatéens n'avaient pas seulement créé cet espace, mais avaient aussi déployé des efforts considérables pour le maintenir scellé. Les analyses révélèrent des contours trop rectilignes pour être naturels et un vide trop parfaitement formé pour être accidentel. Un archéologue a plus tard fait remarquer « On dirait que quelqu'un a construit cette pièce puis a voulu que personne n'y entre plus jamais. » Les spéculations ont commencé à fuser. Certains membres de l'équipe pensaient qu'il pouvait s'agir d'un tombeau caché ayant peut-être appartenu à l'élite de Petra. D'autres pensaient que cela pouvait faire partie d'un ancien système d'adduction d'eau. Selon des rumeurs locales, les Nabatéens scellaient parfois des lieux pour y enfermer des objets dangereux comme des victimes de la peste, des restes maudits ou des objets liés à des rituels interdits. Aucune de ces théories n'a pu être prouvée, mais ces possibilités ont rendu la découverte d'autant plus troublante. Les analyses avaient révélé suffisamment d'éléments pour prouver la présence de quelque chose. La seule solution était l'excavation, mais perturber le sol sous le trésor ne serait pas chose simple. Cela impliquait de soulever la terre couche par couche, sachant que chaque pas les rapprochait d'une chambre que les Nabatéens avaient peut-être voulu sceller à jamais. Briser le sceau, c'était plonger dans les ténèbres. Lorsque les fouilles commencèrent enfin, l'atmosphère autour du trésor était tendue. Tout le monde savait qu'il ne s'agissait pas d'une fouille ordinaire. Au début, l'équipe a utilisé des outils standards pour retirer les couches supérieures de terre. Mais à l'approche de la structure scellée, ils modifièrent leur approche. Brosses et outils en bois remplacèrent le métal, afin d'éviter toute rayure ou étincelle susceptible d'endommager ce qui se trouvait en dessous. Le site fut traité avec le plus grand soin. Chaque geste était délibéré, comme s'il rouvrait les couches d'une plaie refermée depuis des siècles. La terre était enlevée par couches infimes, parfois de quelques centimètres seulement à la fois. Chaque poignée était tamisée, photographiée et répertoriée. Même les plus petits fragments de poterie ou de charbon de bois ont été collectés en vue d'analyse ultérieure. Selon les rapports, l'équipe travaillait par roulement afin de maintenir un rythme de travail régulier sans précipitation. Le site était traité comme un patient en chirurgie où la précision primait sur la rapidité. Plus il creusait, plus le sol se compactait. Des siècles de pression l'avaient rendu lourd et dense, obligeant les archéologues à travailler lentement et avec précaution. Puis apparurent les premiers signes d'une intervention intentionnelle. Des marches taillées commencèrent à se dessiner pointant vers le bas dans l'obscurité. Peu après, des murs de pierre lisse apparurent en retenant la terre, comme si les bâtisseurs avaient bien préparé l'espace pour qu'il reste scellé à jamais. La maçonnerie stupéfia l'équipe. C'était ni grossier ni improvisé. Les blocs étaient taillés avec précision et ajustés si parfaitement qu'aucune fissure ni aucun interstice ne laissait passer le moindre filet d'air. La chambre avait été fermée de manière à suggérer une construction permanente. Certains archéologues ont fait remarquer que cela ressemblait moins à une fermeture ordinaire qu'à un ensevelissement délibéré.
Cela a soulevé une question troublante. Qui a scellé la chambre? Et pourquoi? Une théorie suggère que des ouvriers auraient sans doute pu être contraints de la sceller en toute connaissance de cause de ce qu'elle contenait. Imaginez des esclaves ou des ouvriers de classe inférieure empilant les derniers blocs tandis que des cris résonnent derrière eux. Une autre possibilité est que le scellement ait été ordonné directement par les élites nabatéennes, non pas pour honorer les morts, mais pour enterrer un crime ou un acte honteux qu'elles voulaient effacer. La perfection du sceau inspirait la crainte, non la vénération. Celui qui avait scellé la chambre souhaitait qu'elle soit oubliée du monde vivant. Les caméras ont immortalisé l'instant où la cavité scellée s'est enfin ouverte. Un air froid et vicié s'est échappé dans la tranchée. L'odeur y était imprégnée de poussière, restée emprisonnée pendant près de 2 ans. Un archéologue a déclaré plus tard avoir eu l'impression de respirer le passé. Un autre a admis que s'approcher lui paraissait déplacé, comme s'il s'introduisait dans un lieu qui n'avait jamais été destiné à être dérangé. Les théories se répandirent rapidement. Des experts supposèrent qu'il pourrait s'agir d'une chambre rituelle. Selon des rumeurs locales, les Nabatéens scellaient parfois des lieux non pas pour les protéger, mais pour protéger les vivants de ce qui s'y trouvait. Certains affirmaient que les chambres étaient fermées pour contenir la peste, enfermant la source de l'infection afin qu'elle ne puisse jamais se propager. D'autres croyaient que des idoles dangereuses ou des textes interdits étaient cachés sous terre scellés pour empêcher leur utilisation dans des cérémonies obscures. Certains affirmaient même que ces lieux étaient maudits, considérés comme des endroits où les esprits des morts agités étaient piégés. Aucune de ces théories ne put être prouvée, mais toutes inspiraient un profond malaise. Le vide sous le trésor n'était pas une simple cavité. Il était plus vaste, plus délibéré et bien plus inquiétant que quiconque ne l'avait imaginé. Alors que l'équipe s'apprêtait à progresser, il devint évident qu'elle était sur le point de découvrir quelque chose de terrifiant, le tombeau à l'ombre du trésor. Une fois l'accès sécurisé, l'équipe pénétra à l'intérieur éclairée par de puissantes lampes frontales et progressant avec précaution. La chambre n'était pas une grotte naturelle et rudimentaire. Sa forme était précise. De petites ouvertures rythmaient les murs à intervalles réguliers. Dans les tombes nabatéennes, ces ouvertures n'étaient pas ornées. Elles contenaient souvent des offrandes, des sépultures secondaires ou des objets symboliques. L'agencement montrait que ce lieu avait été planifié et non improvisé. Puis survint le moment qui glaça l'équipe. Des squelettes commencèrent à apparaître. Le premier gisait intact sur un rebord de pierre. Ses os étaient encore correctement emboîtés, le crâne en haut, la colonne vertébrale alignait les bras le long du corps et les jambes étendues en dessous. Cela signifiait que la sépulture n'avait jamais été profanée. À quelques mètres de là, un autre squelette reposait dans la même position. À mesure que la lumière pénétrait dans la chambre, le nombre de corps augmentait. On en comptait au moins 12. Certains étaient adultes, d'autres plus petits, probablement des enfants. Aucun n'était éparpillé. Aucun n'avait été jeté à la hâte. Ils avaient été placés avec soin chacun à un endroit précis. Certains étaient disposés seuls dans des niches, tandis que d'autres gisaient par paires, suggérant d'éventuels liens entre eux. Des objets se trouvaient près de nombreux squelettes. Un petit bol reposait près de la main de l'un. Un pot était posé près des pieds d'un autre. De fines tracées de bronze et de fer sont apparues dans le sol, près des côtes et des hanches, peut-être des fragments de bijoux ou d'accessoires. Sur un squelette, un vase en céramique était pressé contre les côtes, positionné avec une telle précision qu'il semblait que la personne l'avait tenu dans ses derniers instants. Il ne s'agissait pas d'objets funéraires extravagants. Pourtant, ils avaient été choisis et disposés intentionnellement, suggérant que la valeur de la sépulture était symbolique plutôt que matérielle. Ce qui a le plus troublé les archéologues, c'est l'état de la chambre funéraire. Contrairement à la plupart des tombeaux de Pétra pillés ou endommagés par les inondations, celui-ci était parfaitement scellé. Les sédiments s'étaient accumulés comme dans une serrure, préservant tout en place. L'air était vicié. Les murs semblaient intacts. Pour les chercheurs habitués aux fragments brisés, cette conservation était stupéfiante. Plusieurs personnes ont admis par la suite que le silence qui régnait dans la pièce était troublant, comme si le temps lui-même s'était arrêté et qu'elle s'immisçait dans une histoire qui n'aurait jamais dû être interrompue. Le travail a encore ralenti. Les spécialistes ont noté la position exacte de chaque os.
Les restaurateurs ont stabilisé les restes fragiles et ont rassemblé chaque objet en l'étiquetant soigneusement. La chambre soulevait déjà des questions inquiétantes, mais l'équipe a commencé à soupçonner que ce qu'elle avait vu jusqu'alors n'était qu'une partie de l'histoire. Sous le trésor, la terre recelait encore un espace scellé que la lumière n'avait pas pénétré depuis des siècles, la chambre scellée, une révélation terrifiante. Lorsque cette chambre fut enfin ouverte, le silence fut assourdissant. L'air qui s'en échappa était nauséabond et irrespirable. On a immédiatement enfilé des masques, mais même à travers les filtres, l'odeur persistait d'un mélange de pourriture de suie et d'une odeur âcre qui rendait la respiration difficile. Un archéologue a déclaré plus tard « C'était comme respirer la mort elle-même ». Les premiers rayons de lumière ont révélé des murs noircis par la suie, comme si un incendie avait jadis ravagé la chambre. Mais le sol racontait l'histoire la plus choquante. Contrairement aux sépultures ordonnées de la chambre précédente, ces corps étaient dépourvus de toute dignité. Entassés les uns contre les autres, ils étaient tordus dans des positions contre nature. Les membres étaient entremêlés, les crânes inclinés de façon étrange, certains face contre terre, d'autres étendus les uns sur les autres. Leur disposition était totalement incongrue. C'était la précipitation. C'était la peur. C'était la violence. Bones a révélé la vérité sur leurs derniers instants. Plusieurs squelettes présentaient des fractures qui ne pouvaient s'expliquer par un affaissement naturel. Les crânes étaient fissurés, les côtes étaient brisées, les articulations disloquées. Chez certains, la mâchoire était bloquée, les corps figés dans des expressions proches du cri. Parmi elles, l'une des images les plus troublantes était celle des restes d'un enfant blotti dans les bras d'un adulte. Les deux corps avaient fusionné sous des siècles de sédiments, enchaînés à jamais dans ce qui ressemblait à une dernière étreinte terrifiée. Les découvertes ne faisaient que devenir plus étranges encore. Près d'un mur, 3 squelettes avaient été placés côte à côte avec un soin inhabituel. L'un d'eux portait des traces de bijoux et de ferrures en bronze, fin signe d'un statut social élevé. Les deux autres étaient plus jeunes, leurs os portant les marques d'une mort violente. Certains spécialistes ont émis l'hypothèse que ces deux personnes auraient même pu être tuées pour servir d'escorte sacrifiée pour accompagner le personnage d'élite dans l'au-delà. Cette idée même a divisé l'équipe. Certains refusaient de croire que les habitants de Petra pratiquaient les sacrifices humains, tandis que d'autres soulignaient que la disposition était délibérée et ne pouvait être ignorée. Parmi les corps entassés se trouvaient des vases qui ne ressemblaient pas aux offrandes nabatéennes habituelles. Leurs résidus épais et organiques étaient difficiles à identifier. Les premières analyses laissaient entrevoir des traces riches en fer. Rapidement, des rumeurs circulèrent selon lesquelles il pourrait s'agir de sang humain mélangé à des cendres ou à de la poudre d'os. D'autres évoquèrent des potions rituelles immondes préparées pour des cérémonies qui auraient bien pu accompagner les meurtres. L'hypothèse la plus sombre était que ces jarres servaient à forcer les corps à boire avant la mort ou qu'elles étaient enduites de leur contenu dans le cadre d'un rituel. La chambre n'avait rien d'une cérémonie. Elle respirait le désespoir. Chaque détail laissait penser que des gens avaient été forcés d'entrer enfermés et délibérément effacés du monde extérieur. Certains avançaient que s'il s'agissait d'une épidémie de peste, le plafond se justifiait pour protéger les vivants. Mais s'il s'agissait d'un massacre ou d'un sacrifice, le silence révélait quelque chose de plus sombre, une dissimulation délibérée. Il n'y avait ni inscription, ni registre, ni trace de commémoration, seulement des pierres destinées à enfouir la vérité. Ce contraste saisissant entre les sépultures soignées de la première chambre et le chaos qui régnait ici soulevait des questions troublantes. Pourquoi certains objets étaient-ils soigneusement disposés sur des rebords de pierre avec des bols, des jarres et des objets symboliques, tandis que ceux-ci étaient négligemment jetés ensemble sans dignité? Certains spécialistes pensaient que les personnes enterrées avec soin étaient peut-être des victimes sacrificielles choisies disposées de manière à leur conférer une importance symbolique. Les corps entassés, en revanche, pouvaient représenter la panique ou un châtiment, un groupe condamné à la hâte. Une théorie troublante suggérait que la chambre funéraire aurait pu servir initialement de tombeau à l'élite de Petra avant d'être réutilisée lors d'une crise comme une épidémie de peste, une invasion ou une rébellion pour dissimuler des morts de masse. Ce contraste créait une image glaçante. Cela laissait supposer que les dirigeants de Petra décidaient qui était digne d'honneur et qui était jeté comme un déchet, leurs souvenirs scellés dans le silence sous le monument le plus célèbre de la ville.
Pour certains, le trésor lui-même est devenu le masque projetant richesse et puissance au monde extérieur, tout en dissimulant un gouffre d'horreur sous ses fondations. Et selon des rumeurs non vérifiées, toutes les conclusions n'ont pas été rendues publiques. Certains archéologues affirment que des agences et des offices de tourisme dissimulent la vérité afin de préserver l'image de Petra comme merveille du monde. L'horreur résidait non seulement dans les ossements, mais aussi dans l'intention. Quelqu'un avait construit cette chambre, l'avait remplie et scellée dans le but manifeste d'effacer toute trace de son existence. Ce qui s'était passé à l'intérieur ne devait jamais être revu. Et avec cette révélation, le monument le plus emblématique de Petra devint le gardien de son secret, le plus troublant. Écho sous Petra, la découverte qui a tout changé. La chambre scellée sous Petra n'est plus une légende, ni une spéculation. Elle est bien réelle. Mais la véritable signification de cette découverte fait désormais l'objet d'intenses débats. Les archéologues et les chercheurs avancent avec prudence déterminée à distinguer les preuves des craintes et à laisser la science découvrir la vérité petit à petit. L'un des principaux axes de recherche est l'analyse ADN. Les scientifiques espèrent que cela permettra de déterminer si les corps appartiennent à une même lignée à des personnes extérieures amenées à Petra ou à des individus soigneusement sélectionnés, liés à des rituels ou à des événements encore inconnus. Certains chercheurs pensent que les restes pourraient sans provenir de régions éloignées, au-delà de la Jordanie, ce qui laisse supposer une migration, un exil ou une catastrophe. D'autres pensent que les défunts pourraient appartenir à de puissantes familles nabatéennes, dont les secrets auraient été délibérément enfouis sous la ville elle-même. L'une ou l'autre de ces hypothèses pourrait bouleverser l'histoire de Petra. L'analyse isotopique pourrait apporter des réponses encore plus précises. En étudiant les ossements, les scientifiques peuvent déterminer le régime alimentaire de ses habitants et leur lieu de vie. Une alimentation riche en produits importés pourrait être un indicateur de richesse et de statut social. Des régimes alimentaires plus simples, à base de céréales et d'eau locale, pourraient indiquer que des citoyens ordinaires étaient pris au piège de circonstances extraordinaires, famine, peste ou conflits violents ayant abouti à des enterrements de masse. Les enquêteurs examinent également les résidus trouvés à l'intérieur des mystérieux conteneurs récupérés dans la chambre. Les chercheurs espèrent identifier des traces de vin, d'encens, de médicaments ou de substances cérémonielles. Mais tant que les analyses ne seront pas terminées, les questions les plus troublantes resteront sans réponse. Même sans conclusion définitive, cette découverte a déjà transformé Petra à jamais. Le célèbre trésor n'est plus seulement perçu comme un chef-d'œuvre architectural. Il surplombe désormais une chambre secrète liée à la mort, au secret et à la peur. Selon des témoignages locaux, certains visiteurs évitent certaines parties du site après avoir entendu parler de ce qui a été découvert en dessous. Les autorités reconsidéreraient l'accès des touristes et les efforts de préservation afin de protéger à la fois les ruines et les restes humains découverts en dessous. Pour les archéologues, la chambre représente quelque chose de plus grand qu'une percée historique. Cela nous rappelle que toute découverte ne doit pas devenir un divertissement. Certains lieux exigent prudence, patience et respect. Pendant des siècles, Petra a été célébrée comme une cité d'une beauté sculptée dans la pierre. Mais la chambre située en dessous révèle une autre facette délibérément cachée pendant près de 200 ans, et cela soulève une possibilité glaçante. Si Petra a dissimulé un tel secret pendant si longtemps, que recèle encore le désert jordanien, et que se passera-t-il si ces secrets sont finalement révélés? Petra ne sera plus seulement la cité rose. Aujourd'hui, c'est aussi une ville d'ombres enfouies où le silence derrière les murs de pierre scellés a peut-être encore quelque chose à dire.